Notre monde est en fait le théâtre d'un affrontement de fond, un choc entre deux modèles d'organisation, les pyramides et les réseaux. D'un côté, on a les hiérarchies, qui existent depuis des millénaires. De l'autre, une nouvelle force, distribuée, décentralisée. Et au cœur de cette bataille, il y a une technologie qui vient tout remettre en question, le Bitcoin. Il faut bien se rendre compte que pendant la quasi-totalité de l'histoire, il n'y avait qu'une seule façon de faire les choses à grande échelle. Que ce soit pour bâtir un empire ou une entreprise, la pyramide hiérarchique. C'était la seule règle du jeu. Mais aujourd'hui, un modèle complètement différent est en train d'émerger. Et il ne se contente pas de changer les règles, il est en train de retourner la table. Alors, voici comment on va décortiquer ce sujet. On va d'abord parler de l'âge d'or des pyramides. Ensuite, on verra l'émergence des réseaux, on analysera leur collision qui était inévitable pour se concentrer sur le champ de bataille actuel, la monnaie. Et enfin, on verra si une coexistence est possible et surtout ce que ce conflit nous dit vraiment sur la nature du pouvoir. Allez, on commence par le modèle qui a façonné notre monde pendant des centaines, voire des milliers d'années, la fameuse pyramide. Ce modèle, on le connaît tous. On le voit dans les entreprises, dans les États. Il n'est pas là par hasard. Il était en fait parfaitement adapté à une époque où la technologie demandait des coûts de démarrage et des coûts marginaux très élevés. En clair, pour être efficace, il fallait tout centraliser. Prenez une centrale nucléaire, par exemple. On ne construit pas ça dans son jardin. Ça demande un capital énorme, des experts très pointus et un contrôle hyper strict. Dans ce genre de système, tout est mesurable, tout est contrôlé par une autorité centrale. C'est prévisible, c'est stable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette structure pyramidale, elle se fiche de l'idéologie. Que vous regardiez une usine capitaliste ou une usine communiste, la logique d'organisation est quasiment la même. Des penseurs comme Weber ou Marx, qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose, l'avaient bien vu. Le vrai débat, ce n'est pas le capitalisme contre le communisme, c'est la centralisation contre autre chose. Passons maintenant à la force qui est venue tout chambouler, en changeant complètement l'économie de l'organisation elle-même. Et voilà le concurrent, le réseau distribué. Ici, pas de centre, pas de chef. Chaque point du réseau, chaque nœud, est à la fois indépendant et connecté aux autres. C'est un changement total de perspective. Ce visuel l'explique très bien. À gauche, le système centralisé classique, la pyramide. Au milieu, un modèle décentralisé avec plusieurs centres. Et à droite, le réseau distribué. Une sorte de toile d'araignée sans aucun centre de commandement. Le grand catalyseur de tout ça, évidemment, c'est Internet. En faisant chuter les coûts de communication et de collaboration, ça a rendu les réseaux non seulement possibles, mais souvent beaucoup plus efficaces. L'exemple parfait, c'est Linux, un système d'exploitation hyper complexe, construit par des milliers de volontaires dans le monde entier, sans bureau, sans patron. Et bien sûr, quand ces deux modèles se retrouvent en compétition sur le même terrain, eh bien, ça fait des étincelles. C'est ce qu'on appelle une bataille de légitimité. L'histoire du Minitel face à Internet est un cas d'école. Le Minitel, c'était la pyramide, contrôlée par l'État, descendant. Internet, c'était le réseau, ouvert, ascendant. Les experts de l'époque, habitués au monde hiérarchique, regardaient Internet et n'y voyaient qu'un chaos sans avenir. Eh bien, cette incapacité à comprendre la logique du réseau, c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la finance traditionnelle face au Bitcoin. Et on voit ce conflit partout, dans l'éducation par exemple. D'un côté, on a le système centralisé de l'éducation nationale qui standardise le savoir. De l'autre, on a l'apprentissage en réseau qui va piocher partout, sur Internet, dans les musées, etc. Les deux modèles coexistent, en tension permanente. Ce qui nous amène donc au terrain de jeu final, le champ de bataille où les deux modèles s'affrontent le plus durement aujourd'hui, la monnaie. Il y a un point qui est absolument crucial à comprendre. La méfiance des élites envers le Bitcoin, ce n'est pas juste de la mauvaise foi. C'est une réaction logique face à quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine. Depuis des milliers d'années, la monnaie est émise et contrôlée par un pouvoir central. Un système monétaire distribué, c'est une véritable anomalie historique. L'analogie avec l'énergie est parfaite pour illustrer ça. La centrale nucléaire, c'est hiérarchique. Ça a un rendement énorme et stable, mais si elle tombe, tout le réseau est en péril. Les panneaux solaires, c'est distribué. Le rendement est plus faible, variable, mais si un panneau casse, les autres continuent. Le système est résilient. C'est exactement la différence entre la finance classique et le Bitcoin. Et c'est là que les États perdent pied. Leurs outils de contrôle sont faits pour mesurer des choses stables, comme des usines. Mais comment mesurer et réguler un réseau mondial où des milliers d'acteurs apparaissent et disparaissent sans cesse, avec une valeur qui change à une vitesse folle? C'est simple, ils ne peuvent pas. Leurs outils sont aveugles face au réseau.
Cette nouvelle dynamique, ça donne une volatilité extrême et des cycles de vie très très courts. On l'a bien vu avec les effondrements de Celsius, Luna ou FTX. C'est la nature même de ce nouvel environnement, une sorte de destruction créatrice mais en version ultra accélérée. La question qui se pose, c'est est-ce que cette collision va forcément mener à la destruction de l'un des deux modèles? Ou est-ce qu'on peut imaginer un avenir hybride? La source propose une stratégie assez fascinante. L'idée serait la suivante. En période de croissance, quand tout va bien, on s'appuie à 90% sur la monnaie classique, le fiat, qui est stable et bon pour l'investissement. Mais en cas de grosse crise, on s'appuierait à 90% sur le Bitcoin, qui servirait de réserve de valeur résiliente, une sorte d'encre. Le mix s'adapterait en fonction de la conjoncture. Et pour finir, il faut prendre un peu de hauteur. Parce que le véritable enjeu, au fond, n'est pas idéologique. Il est structurel. Et ça, c'est le point clé. Des penseurs comme Jacques Ellul l'ont montré, souvent, ce que les gens rejettent, ce n'est pas une idéologie en particulier, mais un niveau de centralisation qui devient excessif. Que le contrôle vienne d'une bureaucratie d'État ou d'un conseil d'administration, à la fin, c'est la concentration du pouvoir qui pose problème. Au final, la thèse est assez simple. On assiste à une lutte fondamentale entre deux visions du monde. Le contrôle qui vient d'en haut contre la liberté qui émerge d'en bas. C'est vraiment ça, pyramide contre réseau. Et ça nous laisse sur une question un peu troublante. Si les réseaux distribués menacent le rôle même des pyramides, est-ce que ces pouvoirs centraux ne pourraient pas être tentés de créer des crises, que ce soit des crises financières ou sécuritaires, juste pour pouvoir dire à la fin « Vous voyez bien qu'on a besoin de nous, que notre contrôle est indispensable ». C'est une pensée qui donne à réfléchir.